Un murmure né dans les rues de Ouagadougou a brusquement changé d'échelle, annonçant que des drones occidentaux pourraient bientôt traverser le ciel burkinabé. En quelques heures, cette rumeur minuscule s'est muée en tension palpable, opposant une capitale en éveil à des puissances persuadées que le Burkina Faso demeurerait silencieux. Alors que les habitants scrutaient l'horizon, une question brûlait. Que ferait Ibrahim Traoré face à ce franchissement implicite d'une ligne rouge aérienne? Et dans ce ciel lourd, une perspective brève s'esquissait déjà, prête à renverser le cours du Sahel. L'épisode des drones n'était qu'un prélude à un enjeu plus vaste. Comprendre comment un pays au cœur du Sahel tente de redéfinir son destin dans une zone où chaque décision peut déclencher une onde régionale. Derrière la tension immédiate, la question centrale apparaissait nettement. La souveraineté peut-elle réellement survivre dans un environnement où les rapports de force se déplacent sans cesse? Cette interrogation condensait l'intérêt majeur pour le public, une promesse de lecture essentielle tenant en 10 mots. Guasimas. Voir comment un État fragile transforme la menace en levier stratégique. À Ouagadougou, les conversations glissaient rapidement de la rumeur à l'incertitude, puis de l'incertitude à la crainte d'un affrontement asymétrique dont personne ne pouvait prévoir l'issue. Ce climat chargé ouvrait une brèche analytique. Si la pression extérieure augmentait, quels acteurs seraient-ils capables de maintenir le pays debout, et selon quelle marge de manœuvre? Les premiers signes laissaient penser que la bataille ne se jouerait pas seulement au sol, mais dans la capacité à réorganiser alliances, perceptions et rythmes diplomatiques. Une tension subtile, presque imperceptible, commençait ainsi à se diffuser dans toute la région. 2 faits précis, survenus à quelques semaines d'intervalle en 2022, ont révélé un basculement que beaucoup n'avaient pas anticipé. L'expulsion accélérée des forces françaises, puis l'apparition de rumeurs persistantes sur une possible intervention aérienne occidentale au-dessus du Burkina Faso. Ces 2 signaux, l'un officiel et l'autre informel, ont soudain éclairé une même trajectoire. Un pays décidant de reprendre le contrôle de son espace stratégique, même au prix d'une confrontation ouverte. Ce mini-reveal permettait de relire le contexte autrement. Jusque-là, nombre d'observateurs décrivaient la région comme un théâtre figé, marqué par l'enlisement sécuritaire, les négociations interminables et l'emprise structurelle des partenaires extérieurs. Mais lorsque Ibrahim Traoré a renversé l'ordre établi en septembre 2022, la dynamique s'est brisée. Le coup de force militaire n'a pas seulement changé un gouvernement, il a ouvert une phase de recomposition où chaque geste diplomatique ou militaire portait un poids disproportionné. Dans les mois qui ont suivi, le retrait des contingents étrangers, autrefois considérés comme indispensables, a modifié l'équilibre interne. Les fermetures de bases, longtemps inimaginables, ont marqué la fin d'une époque. Pour une partie de la population, cette rupture était synonyme de libération. Pour d'autres, elle apparaissait comme un pari risqué dans un environnement saturé de groupes armés et d'incertitudes régionales. Les voisins Mali et Niger, eux aussi engagés dans leur propre rupture stratégique, ont vu dans la posture burkinabé une confirmation qu'un nouveau cycle géopolitique était en marche. Sur le terrain, cette recomposition s'est traduite par une accélération des tensions symboliques. La souveraineté aérienne devenait l'ultime frontière. La rumeur des drones occidentaux, même invérifiable, n'était pas qu'un bruit de marché. Elle incarnait la possibilité d'un retour par le ciel après un départ forcé par la terre. Ici, la position de Traoré prenait une dimension nouvelle. Son avertissement, bref, net, adressé à un public interne et externe, fixait une ligne rouge. Le Burkina Faso n'acceptait plus que l'on s'immisce dans son espace, quel qu'il soit. Pour saisir la portée réelle des premiers changements, il fallait s'approcher de ceux qui vivaient la transition au quotidien, les jeunes de Ouagadougou et les unités militaires déployées dans les zones sensibles du Nord. Les premiers racontaient comment
dès la fermeture des bases étrangères, l'atmosphère avait changé dans les quartiers populaires. Les discussions de rue, autrefois marquées par la résignation, s'orientaient désormais vers une idée simple mais puissante. Si le pays traçait sa propre voie, alors chacun devait tenir son rôle. Cette perception diffuse n'était pas un slogan. Elle se traduisait par l'émergence spontanée de réseaux d'entraide, de patrouilles civiles et d'initiatives communautaires visant à combler les vides laissés par les partenariats extérieurs. Sur le terrain militaire, les soldats en première ligne ressentaient cette bascule différemment. Privés de soutien logistique familier, ils avaient dû reconfigurer leur routine, adapter les procédures, réévaluer les zones à risque. Plusieurs témoignages internes évoquaient une forme de tension accrue, mais aussi une cohésion nouvelle, nourrie par l'idée que la responsabilité de la sécurité nationale revenait désormais entièrement aux forces locales. Les premiers mois avaient été difficiles. Déploiement prolongé, manque d'équipements adaptés, circulation accrue de groupes armés dans certaines régions frontalières. Pourtant, dans les postes avancés, une conviction émergeait peu à peu. Cette transition, même rugueuse, restaurait une part de dignité professionnelle que beaucoup estimaient perdue depuis longtemps. Ces dynamiques parallèles, civiques et militaires, esquissaient dès lors un paysage inédit. La souveraineté n'était plus un concept abstrait, mais une réalité vécue, décisive, modelée jour après jour par ceux qui en portaient le poids. Tout s'est accéléré dès septembre 2022. Un coup d'État fulgurant, une déclaration brève, une rupture nette. Ibrahim Traoré s'imposait sans détour et installait un rythme que personne n'avait anticipé. Le pays basculait d'un système sous tutelle vers une stratégie de reconquête totale. Rien n'était encore stabilisé, mais tout changeait déjà. La première séquence fut immédiate. Couper les liens militaires avec la France. Les messages officiels étaient courts, presque laconiques. Les ordres d'évacuation s'enchaînaient. Les convois mécaniques se retiraient sous le regard d'une foule compacte. Le temps politique s'était contracté. Les bases fermaient les unes après les autres. Les drapeaux étaient retirés. Les bâtiments scellés. À Ouagadougou, des milliers de jeunes observaient ces scènes comme une répétition générale d'un pays retrouvant son espace vital. La deuxième séquence suivit sans transition. Le gouvernement annonçait la suspension des accords de défense avec l'Occident. Les communiqués se succédaient, sobres mais tranchants. Cette décision marquait une cassure irréversible. Les partenaires traditionnels tentaient de minimiser la portée du geste. Les chancelleries parlaient de malentendus, mais la rupture était totale, et visible, et assumée. La troisième séquence changea l'échelle du problème. Au cœur de cette tension nouvelle, une rumeur s'est mise à circuler. Vite, très vite, des conversations de marché au groupe de messagerie. Des drones occidentaux pourraient entrer dans le ciel burkinabé. Une simple phrase devint un signal d'alarme. Les habitants levaient les yeux vers un horizon silencieux. La capitale attendait une réponse. Ce climat d'incertitude transformait la moindre variation atmosphérique en possible intrusion. L'air semblait chargé. Ibrahim Traoré choisit alors la confrontation verbale frontale. Une phrase choc prononcée le 5 octobre 2022. « S'ils viennent, ils nous trouveront debout. Pas d'effet de manche, pas de menace creuse. Une ligne, une seule, dressée comme une frontière invisible. » Ce moment, largement relayé, devint l'axe autour duquel la dynamique politique allait tourner. Le Burkina Faso n'aurait plus un rôle passif. Le message intérieur était clair. La souveraineté commençait par la verticalité. La réaction régionale ne tarda pas. Le Mali suivit le mouvement. Le Niger observa, puis bascula. Les discours officiels évoquaient une convergence naturelle. Les opinions publiques parlaient d'un réveil. Les chancelleries occidentales, elles, voyaient déjà un effet domino. Les communiqués urgents se multipliaient. Les sommets improvisés tentaient d'enrayer l'élargissement de cette remise en question. Rien ne semblait freiner ce glissement. Au Burkina Faso, la tension monta d'un cran.
Les exercices militaires se succédaient. Les systèmes anti-aériens étaient déployés. Les forces d'élite dispersées. Les frontières aériennes redessinées. Les habitants observaient cette montée en densité sécuritaire avec un mélange de prudence et de fierté. Beaucoup y voyaient l'émergence d'un pays qui, malgré la fragilité, refusait désormais toute intrusion. L'onde de choc atteignit enfin le plan symbolique. Le ciel devenait un territoire politique. Chaque rumeur, chaque mouvement, chaque silence participait à une dramaturgie nouvelle. Et dans cette dramaturgie, un fait demeurait central. Un État déterminé voulait fixer ses propres règles, même face à des puissances plus vastes. Les premiers indicateurs mesurables apparus après la rupture stratégique ont permis d'estimer l'ampleur réelle du basculement. Environ 1500 soldats français ont quitté le Burkina Faso, réduisant la présence militaire étrangère d'environ 30% par rapport à l'année précédente. Cette contraction rapide signifiait un changement brutal dans la structure sécuritaire du pays, modifiant instantanément l'organisation quotidienne des opérations. Elle révélait aussi une transition forcée, où les forces locales devaient reprendre des zones jusque-là co-gérées avec des partenaires extérieurs. Le second signe chiffré concernait l'opinion publique. En 2023, près de 85% des Burkinabés déclaraient prêts à soutenir la politique de souveraineté défendue par les autorités. Ce niveau d'adhésion, exceptionnel dans un contexte de crise prolongée, montrait que les décisions de rupture n'étaient pas seulement politiques, mais profondément ressenties. Il traduisait une dynamique sociale rare, où la perception nationale de la dignité et de l'autonomie l'emportait provisoirement sur les inquiétudes liées à l'instabilité. Ce consensus populaire agissait comme un amortisseur, permettant d'absorber le choc des transformations rapides. Un troisième indicateur, plus technique, éclairait la reconfiguration des partenariats extérieurs. Les importations de matériel militaire en provenance de Russie ont augmenté d'environ 40% au cours de l'année 2023. Cette progression nette révélait la recomposition accélérée de la chaîne d'approvisionnement stratégique et l'adaptation forcée à de nouveaux standards logistiques. Elle soulignait également la volonté du gouvernement de diversifier ses sources pour réduire les dépendances antérieures. La montée en puissance de ces échanges remodelait discrètement l'équilibre régional des alliances. Ces données, prises ensemble, témoignaient d'un redéploiement global, militaire, social et diplomatique. Sur le terrain, la conséquence la plus immédiate était la mobilisation interne. En parallèle des réorientations externes, les forces burkinabées avaient intensifié leur recrutement, restructuré les unités et mis en œuvre des cycles de formation accélérés. Les nouveaux cadres intégrés aux unités opérationnelles tentaient d'assimiler des doctrines plus autonomes, conçues pour pallier le manque de soutien extérieur. Le contraste entre l'ancien modèle, appuyé sur des missions conjointes, et les nouvelles pratiques était saisissant. Cette dynamique se reflétait aussi dans la sécurisation du territoire. Les zones du Nord, longtemps dépendantes des dispositifs mixtes, devaient désormais fonctionner sous pleine responsabilité nationale. La centralisation des opérations, la redistribution des effectifs et l'adaptation tactique généraient un climat d'effort constant. Plusieurs rapports internes évoquaient une montée en compétences progressive, mais également une pression accrue due au rythme soutenu des opérations. Sur le plan régional, ces chiffres étaient scrutés attentivement par les voisins. Le Mali et le Niger observaient la viabilité du modèle burkinabé et tentaient d'en identifier les leviers reproductibles. Une augmentation des coopérations militaires internes, un redéploiement logistique et une meilleure coordination transfrontalière figuraient parmi les évolutions les plus visibles. Les chancelleries occidentales, quant à elles, interprétaient ces signaux comme le marqueur d'une tendance lourde susceptible d'ébranler des décennies d'architecture sécuritaire. Ce faisceau d'indicateurs donnait enfin une lecture plus concrète du tournant engagé. Derrière les ruptures symboliques, un appareil d'État cherchait à se réorganiser rapidement pour survivre à une recomposition profonde. Les critiques les plus structurées de la nouvelle orientation burkinabé reposaient
sur deux arguments centraux, articulés avec une cohérence suffisante pour mériter d'être examinés sérieusement. Le premier avançait que la rupture avec les puissances occidentales risquait de plonger le pays dans un isolement diplomatique et économique difficilement soutenable, surtout dans un contexte où le Sahel demeurait l'une des régions les plus instables du monde. Selon cette analyse, l'absence de coopération militaire internationale pourrait laisser un vide opérationnel exploitable par des groupes djihadistes déjà actifs dans les zones frontalières. Les partisans de cette thèse faisaient remarquer que la présence étrangère, aussi imparfaite fût-elle, avait contribué à contenir certains foyers de violence grâce à des dispositifs logistiques que les forces nationales auraient du mal à remplacer à court terme. Le second argument, plus nuancé, insistait sur le risque de dépendance envers de nouveaux partenaires, notamment la Russie ou la Chine. Les analystes qui partageaient cette inquiétude soulignaient que quitter une sphère d'influence pour en rejoindre une autre pouvait aboutir à une forme différente de vulnérabilité stratégique. La Chine, rappelait-il, disposait d'une forte capacité d'investissement, mais aussi d'un appétit marqué pour les ressources naturelles africaines. La Russie, de son côté, offrait un soutien sécuritaire immédiat, mais son engagement reposait souvent sur des logiques géopolitiques qui dépassaient les besoins internes du Burkina Faso. Pour les tenants de cette position, le danger n'était pas seulement économique. Il concernait aussi l'équilibre politique du pays, susceptible d'être influencé par ses nouveaux partenaires. Face à ces critiques, une réponse structurée émergeait néanmoins, appuyée par les données observées depuis 2022. Les chiffres montraient que la décision de rompre les accords militaires avait entraîné une mobilisation interne accrue, avec l'intégration de milliers de nouvelles recrues et la réorganisation des forces armées autour d'un modèle plus autonome. Les sondages indiquaient un soutien populaire massif, preuve que la population percevait cette rupture non comme un caprice politique, mais comme une étape nécessaire vers la reconquête de la souveraineté. Enfin, la diversification des partenariats matérialisée par la hausse de 40% des importations militaires russes n'était pas une substitution aveugle, mais une stratégie de redéploiement visant à réduire une dépendance trop ancienne. Ainsi, même si les critiques soulevaient des inquiétudes légitimes, les données disponibles montraient que le pays cherchait avant tout à reconstruire ses marges de manœuvre plutôt qu'à s'enfermer dans un nouveau schéma de domination. On pourrait dire qu'une ligne semblait se dessiner dans le ciel. Cette formule, répétée dans les rues de Ouagadougou, à mesure que la rumeur des drones se propageait, résumait à elle seule le basculement de perspective qui s'opérait au cœur du Sahel. Le débat ne portait plus seulement sur les frontières terrestres, ni sur les alliances militaires, mais sur le contrôle même de l'espace aérien, un domaine longtemps monopolisé par les puissances extérieures. Dans ce nouveau cadre, Ibrahim Traoré devint l'axe autour duquel s'articulait la réorganisation régionale, non pas par une initiative formelle, mais par la manière dont ces décisions redessinaient les marges de réaction des voisins. Le Mali observa la tension naissante comme une réponse à ses propres expériences de rupture. Le Niger, lui, y vit un précédent annonçant que la souveraineté pouvait s'exercer autrement, même sous pression. À mesure que ces pays ajustaient leur position, une dynamique transversale se formait, liant les perceptions et les postures en une sorte de bloc informel. Les chancelleries occidentales y décelèrent une coordination, mais ce qui se jouait ressemblait davantage à une réaction en chaîne, née d'un même désir de maîtriser son espace stratégique. Ainsi, le midpoint n'était plus un simple moment charnière, c'était l'apparition claire d'un deuxième niveau de récit, celui où la souveraineté aérienne devenait le test ultime de l'affirmation politique. Les effets concrets du repositionnement stratégique se manifestaient différemment selon les groupes touchés. Pour les populations, la transformation la plus visible concernait la perception du quotidien. La fermeture des bases et le départ des contingents étrangers avaient ravivé un sentiment de responsabilité collective, ravivant l'idée que chaque quartier devait, d'une manière ou d'une autre,
contribuer à la vigilance sécuritaire. Certains y voyaient une renaissance civique, d'autres une charge pesante dans un pays encore fragilisé par les attaques. En parallèle, l'avertissement lancé par Ibrahim Traoré au sujet des drones devint un point focal, alimentant discussions, espoirs et inquiétudes sur la capacité du Burkina Faso à défendre son ciel. Pour les petits acteurs économiques, les répercussions prenaient une forme plus complexe. La réorientation des alliances créait un environnement commercial moins prévisible. Certains flux ralentissaient, d'autres s'ouvraient vers de nouveaux partenaires comme la Russie ou la Chine. Cette transition obligeait les commerçants à adapter leur réseau d'approvisionnement, parfois avec difficulté. Toutefois, plusieurs opérateurs locaux percevaient dans ce mouvement l'opportunité d'échapper à des circuits historiques souvent jugés déséquilibrés. La souveraineté devenait alors une variable économique, transformant les incertitudes en possibles marges de manœuvre pour ceux capables de saisir les nouvelles dynamiques. Pour les institutions de l'État, l'impact se révélait plus structurel. La réduction de la présence étrangère imposait une refonte interne. Il fallait redistribuer les responsabilités, redéployer les unités, renforcer la formation et ajuster les priorités opérationnelles. Les rapports internes évoquaient un effort soutenu pour absorber la charge laissée vacante après le départ des forces partenaires. Ce rééquilibrage, encore en construction, mobilisait l'ensemble des échelons administratifs. Dans ce contexte, chaque décision publique prenait une ampleur accrue, car la marge d'erreur se réduisait à mesure que le pays consolidait sa position. Enfin, au niveau régional, le repositionnement burkinabé avait déclenché une réaction en cascade. Le Mali et le Niger, engagés dans des trajectoires proches, interprétaient les signaux venus de Ouagadougou comme une confirmation que la souveraineté pouvait s'affirmer même dans des environnements hostiles. Les chancelleries occidentales observaient ce glissement avec inquiétude, craignant une recomposition du Sahel échappant au cadre diplomatique traditionnel. Cette nouvelle dynamique créait une tension continue. D'un côté, un bloc émergent cherchant à s'affranchir de l'influence extérieure. De l'autre, des puissances tentant de préserver leur position. Au milieu, la population régionale ressentait l'impact direct de ces forces contraires, entre aspiration à l'autonomie et risque accru d'instabilité. Ainsi, les conséquences s'imbriquaient. Elles touchaient les ménages, les acteurs économiques, les institutions étatiques et les équilibres régionaux, révélant une transformation qui dépassait largement le cadre national du Burkina Faso. La figure d'Ibrahim Traoré, présente en filigrane dans la plupart de ces dynamiques, servait de repère pour comprendre l'évolution d'un ensemble qui, désormais, avançait selon ses propres lignes de tension. Dans les mois à venir, 3 trajectoires distinctes pourraient se dessiner pour le Burkina Faso et l'ensemble du Sahel, chacune dépendant d'une série de conditions encore en mouvement. Le scénario de base reposerait sur une stabilisation progressive. Si les alliances redéployées avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires parviennent à consolider les capacités de défense, alors le pays pourrait maintenir un niveau de sécurité suffisant pour absorber les effets de la rupture avec l'Occident. Dans ce cadre, les efforts internes engagés depuis 2022, réorganisation militaire, mobilisation nationale, diversification diplomatique, commenceraient à produire des résultats mesurables. Une coopération renforcée avec le Mali et le Niger contribuerait alors à la cohésion régionale, créant un socle opérationnel minimal face à la montée des groupes armés. Le scénario optimiste ouvrirait une fenêtre plus large. Si les mesures internes se combinent à une dynamique de stabilité au Mali et au Niger, alors un bloc sahélien pourrait se constituer autour d'une vision partagée de souveraineté. Cette configuration permettrait au Burkina Faso de transformer la tension actuelle en moteur de réorganisation structurelle, en consolidant ses institutions et en renforçant la sécurité territoriale. Le climat politique intérieur, soutenu par une forte adhésion populaire,
offrirait un espace pour négocier des partenariats économiques plus équilibrés. Dans une telle perspective, la région pourrait amorcer un cycle inédit où l'autonomie stratégique se conjuguerait avec une meilleure coordination militaire, réduisant progressivement les dépendances extérieures qui ont structuré les décennies précédentes. Le scénario le plus sombre, en revanche, se profilerait si la pression internationale s'intensifie et si les menaces sécuritaires dépassent la capacité de réaction des forces régionales. Si l'Occident décidait d'accroître ses moyens de pression par une intervention aérienne ou des actions ciblées, alors le pays pourrait se retrouver pris entre des forces internes fragilisées et des dynamiques géopolitiques difficiles à contenir. Une escalade de ce type ouvrirait la voie à un environnement instable, où les lignes frontalières deviendraient plus perméables et où les groupes armés exploiteraient le moindre affaiblissement des dispositifs nationaux. Ce contexte créerait un effet de fragmentation, réduisant les marges de manœuvre diplomatiques et compliquant la mise en place de toute stratégie durable. Entre ces scénarios, la clé réside peut-être dans une posture mentale davantage que dans un alignement géopolitique. La capacité à considérer l'autonomie non comme un état fixe, mais comme une construction continue, ajustée au fil des tensions et des opportunités. Pour celles et ceux qui observent la région depuis l'extérieur, les transformations en cours ne sont pas uniquement des événements géopolitiques. Elles se dessinent aussi un paysage moral, émotionnel et identitaire auquel chacun réagit différemment. Pour les jeunes Africains, le repositionnement du Burkina Faso agit comme un miroir inattendu. Beaucoup y voient une tentative rare de reprendre le contrôle d'un destin continental longtemps capté par des forces extérieures. Cette perception nourrit un sentiment d'appartenance renouvelé, même chez ceux qui ne vivent pas directement les tensions du Sahel. Sans donner de directive, on peut relever qu'il devient essentiel de comprendre comment ces récits modelés par la souveraineté influencent l'imaginaire des générations à venir. Pour la diaspora, les répercussions prennent une tonalité plus intime. Les débats sur la rupture stratégique réveillent des interrogations anciennes. Qu'implique réellement l'indépendance? Quand les liens économiques, culturels et familiaux restent étroitement imbriqués avec l'étranger. Beaucoup vivent cette phase avec une forme de double conscience, l'attachement à une terre d'origine cherchant son autonomie et la conscience que les pressions internationales peuvent modifier profondément la trajectoire collective. Dans ce contexte, suivre les évolutions régionales permet de maintenir un lien actif, sans pour autant s'enfermer dans les narratifs polarisés. Pour les observateurs internationaux, la situation appelle une lecture plus nuancée que celle fournie par les analyses traditionnelles. Le départ des forces étrangères, l'émergence d'un bloc sahélien informel et les recompositions diplomatiques exigent d'appréhender la région avec un regard moins centré sur les cadres d'alliance habituels. Les futurs équilibres dépendront en grande partie de la capacité à reconnaître les dynamiques internes, plutôt que de réduire le Sahel à une zone d'influence externe. Il devient alors pertinent d'examiner comment les récits locaux, parfois contradictoires, coexistent et façonnent les marges de décision. Dans l'ensemble, ce qui se joue dépasse largement les frontières du Burkina Faso. C'est une réflexion sur la manière dont chaque acteur, proche ou lointain, construit son rapport à l'idée même de souveraineté. Pour donner une cohérence durable au repositionnement stratégique, plusieurs étapes concrètes pouvaient être distinguées, chacune mobilisant des acteurs différents, mais liés par une même exigence, transformer une posture de rupture en architecture opérationnelle. Ibrahim Traoré apparaissait ici en point d'ancrage, non comme figure solitaire, mais comme élément catalyseur autour duquel les institutions se réorganisaient. À ce stade, une étape consistait à réancrer la chaîne de commandement nationale. Acteurs, état-major burkinabé. Action, uniformiser les procédures internes pour remplacer les dispositifs conjoints dissous, quand, à court terme, dans la continuité des réformes lancées en 2022. Mesures, stabilité des déploiements, fluidité des rotations et cohérence tactique entre unités. Cette première étape visait à réduire l'hétérogénéité héritée des coopérations passées,
afin de rétablir un socle autonome. À ce stade, une étape consistait à consolider la protection de l'espace aérien. Acteurs, forces anti-aériennes et cellules techniques dédiées. Action, renforcer la veille, tester les dispositifs déployés et ajuster les protocoles d'alerte. Quand? En continu. Là où la rumeur des drones avait révélé une vulnérabilité psychologique autant que stratégique. Mesures, capacité de réaction, temps de déclenchement et coordination interunité. Ici, la ligne rouge tracée publiquement prenait un prolongement concret. À ce stade, une étape consistait à structurer les partenariats réorientés. Acteurs, ministère des Affaires étrangères, action, formaliser les canaux d'échange militaires et économiques ouverts avec de nouveaux partenaires. Quand, à moyen terme, au fur et à mesure que les flux se diversifiaient. Mesures, accès au matériel, fluidité logistique et cohérence des engagements diplomatiques. Cette étape cherchait à éviter que la réorientation ne repose uniquement sur des dynamiques opportunistes. À ce stade, une étape consistait à ancrer la mobilisation interne dans la durée. Acteurs, institutions civiles, groupes communautaires, relais locaux, actions, soutenir les initiatives émergentes, structurer les réseaux d'entraide et renforcer les dispositifs de vigilance communautaire. Quand? De manière progressive, selon la capacité à absorber les tensions locales.